Merci beaucoup, merci de m'avoir convié à cette journée d'études. Alors, je suis évidemment très loin de vos compétences si je suis praticien, comme vous m'avez présenté tout à l'heure, c'est davantage dans la mesure où je suis historien d'un côté, mais je suis aussi réalisateur de films et commissaire d'exposition de l'autre, et donc je suis amené à me poser des questions qui excèdent ma discipline et qui rejoignent la question de savoir comment on s'adresse à un public, comment on lui fait percevoir quelque chose, comment on lui fait comprendre une situation historique à travers donc un ensemble d'objets et en particulier d'images. Alors, dans mon travail donc de recherche, il y a eu un tournant un peu important quand j'ai commencé à m'intéresser à la question du procès de Nuremberg et du statut de l'image comme preuve. Autrement dit, j'avais beaucoup travaillé sur la manière dont les historiens peuvent s'inspirer de ce que j'appelle l'écriture cinématographique de l'histoire, avant éventuellement à leur tour de la pratiquer. Et donc, évidemment, ça suppose que je légitime le corpus sur lequel je travaille, que je puisse élargir à d'autres films ou à d'autres séries de films ou à d'autres types d'objets les problématiques que je développe, et tout cela est toujours lié évidemment à la capacité de pouvoir partir d'un cas particulier pour remonter vers une généralité partageable par la communauté. À partir du moment où une image à laquelle je vais m'intéresser a été qualifiée comme preuve dans un procès, c'est une toute autre perspective qui se présente, puisque ce n'est pas moi qui vais décider de l'intérêt de cette image, voire même de sa qualité véritative, mais c'est le juge qui l'a fait avant moi. Et donc je peux m'intéresser à cette image d'abord par la médiation qui s'est effectuée. Alors par rapport aux diverses choses qui ont été dites depuis ce matin, en particulier dans l'introduction, donc nous pouvons avoir des préoccupations similaires dans le registre de ce que vous avez appelé l'invisible, Léo, dans votre introduction, hein, ce qui est présent mais qu'on ne peut pas voir, ou bien sur le registre de l'intime, comment on peut montrer ce que ressent une personne, ou bien encore de la problématique de l'interaction entre la personne qui filme ou qui photographie et la personne qui est photographiée ou filmée. Et, euh, et évidemment, si on étend cette question de l'interaction à l'enceinte judiciaire, on a probablement une sorte de laboratoire in vivo extrêmement intéressant. Mais au bout du compte, quelle que soit la manière dont on prend cette question, de mon point de vue, on est toujours confronté à la question de l'éthique, qui me semble fondamentale et peut-être sans doute c'est le terrain sur lequel nous avons le plus à partager. Alors je voudrais commencer par vous donner un premier exemple de ce que j'appelle la juste distance. Au fond, les artistes, qu'ils soient photographes, cinéastes, peintres, les artistes qui sont à un moment donné de leur carrière confrontés à quelque chose qui n'est pas dans leur domaine de création, mais qui est dans ce qui leur est donné à voir, ce qui arrive dans le moment et dans le temps où ils se situent, dans l'espace et dans le temps où ils se situent, doivent très rapidement se poser un certain nombre de questions quand ils sont confrontés à quelque chose dont ils veulent rendre compte. Alors, la grande photographe Dorothea Lange avait commencé sa carrière comme artiste photographe, elle faisait des portraits. Ensuite, elle a développé un travail artistique. Et puis, elle fait partie de ces nombreux artistes qui ont participé à l'effort lié au New Deal, qui a consisté à aller auprès des populations qui étaient en difficulté, les populations qui étaient victimes de la crise, pour les photographier, les filmer, les peindre, les interviewer, etc. Et dans cette démarche, la plupart des artistes se sont évidemment posé la question de l'interaction entre leur domaine de création, leurs préoccupations en tant qu'artistes et les personnes en face desquelles il ou elle se trouvait. Car évidemment, dans ce type de situation, il ne s'agit pas d'être un prédateur par rapport à un moment donné, une réalité, mais il s'agit de, surtout quand c'est une réalité incarnée, il s'agit de s'en approcher avec la je dirais, un très grand souci du respect de la personne et du respect aussi de ce que la personne pense elle-même, ressent de sa propre situation. Alors, ici, c'est un exemple qui est assez connu, mais sans doute vous ne connaissez pas tout le parcours qui a
conduit Dorothea Lange à réaliser ce qu'on appelle une icône qui s'appelle Migrant Mother, la mère migrante, qui va devenir si célèbre qu'aujourd'hui encore, pour illustrer des moments de crise, cette image ressort. Voilà, on est en 1936, donc elle est en train de sillonner la Californie, car elle travaille pour la Works Progress Administration, l'une des entités associatives non lucratives mises en place par le gouvernement fédéral de Roosevelt dans le cadre du New Deal. Et tout à coup, elle est elle-même en train de se déplacer et elle tombe sur cette famille qui est en fait en panne, je dirais, de migration, puisque vous voyez derrière la grande tente qui est tendue, il y a une voiture. Cette voiture est tombée en panne et donc pour plusieurs jours, ils sont coincés sur cet espace que vous voyez. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans les photographies que je vais vous montrer, vous allez suivre le parcours qu'a effectué Dorothea Lange avant de faire un choix. Ce choix, évidemment, elle le fait après, de ne retenir de l'ensemble des photos qu'elle a prises qu'une seule, celle donc qui va devenir une icône. Donc vous voyez, quand elle s'approche à gauche, elle est assez loin, et les personnes qui sont présentes sous cette tente, donc une mère, ses deux enfants et le bébé, la regardent. En fait, elle n'est pas allée les voir immédiatement pour discuter avec elles, elle garde d'abord cette distance physique avant de s'approcher d'elle. Et d'une certaine manière, dans ce temps-là, la vie reprend. Vous voyez sur la photo suivante qui est à droite, eh bien, la jeune fille qui regardait l'appareil photographique, elle a pris le fauteuil et elle s'est mise derrière, elle ne regarde plus. La mère ne regarde plus non plus puisqu'elle s'occupe de son bébé. Il y a juste une petite fille qui tourne le regard vers la caméra. Donc la vie reprend. Et ça, c'est très important. C'est très important de souligner qu'il s'agit de moments qui ne vont pas être construits en fonction d'une demande de l'artiste, mais qui vont être construits en fonction de ce qui se passe et qu'il ne s'agit pas de modifier. Alors, ensuite, Lange s'approche pour le coup et essaye de trouver ce qu'on appelle un cadre. Alors, vous voyez à gauche, elle trouve un cadre, comme on dit en photographie, où il y a la tente, cette table devant avec l'assiette vide, la mère qui tient son bébé, la jeune fille derrière, sur l'épaule de sa mère, cette espèce de barre qui tient la tente, et puis vous avez voilà ce qu'on appelle une vue sur l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un cadre qu'elle essaye de composer, parce que c'est un réflexe qu'elle peut avoir de photographe. Elle s'approche un peu plus, elle abandonne la table avec l'assiette, et là, vous voyez, c'est une photo où, voilà, plus personne ne la regarde. Au fond, les personnes se sont habituées dans ce temps très court, qui dure quelques minutes, à sa présence. Mais voilà, Dorothea Lange se pose une question qui est: est-ce que j'ai le droit, au fond, d'entrer dans l'intimité de cette femme qui dont le visage ne dit pas l'âge? Elle a 33 ans, elle est beaucoup plus fatiguée que son âge ne le supposerait. Et Lange se pose cette question, voilà, de l'intimité qu'il faut préserver. Et donc l'image qu'elle va conserver, c'est la suivante, celle que vous connaissez tous. Voilà, cette image au fond, à nouveau, donc la mère ne regarde pas l'appareil photo, elle a une espèce de regard vers l'extérieur, mais un peu dans le vide. Et Lange a fait le choix qu'on ne voit à peine le visage du bébé, que vous voyez à droite, mais pas le visage des deux jeunes filles. Donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre à la fois de la distance qu'elle a su trouver, très proche de cette mère. On voit les enfants, mais on ne voit pas leur visage. Donc là, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup et qui démontre toute la délicatesse de Dorothea Lange dans cette situation. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est celui d'un cinéaste qui s'appelle Fritz Lang, cinéaste allemand très connu dans les années 20 en Allemagne, l'un des plus grands cinéastes allemands, qui décide de partir en 1933 après l'arrivée des nazis au pouvoir, qui passe d'abord par la France et ensuite part aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'est pas très connu et il va se trouver confronté à un système qu'on appelle le système des studios qui laisse très peu de place à ce qu'on appelle nous en France l'auteur. Et en plus, Lang ne parle pas anglais, donc il va apprendre l'anglais pendant plusieurs mois, il va voyager et il va s'intéresser à une histoire de lynchage qu'il a découverte en lisant un livre d'un sociologue qui s'appelle Arthur Rapper, paru quelques mois avant que Lang commence à rédiger le scénario. Et
cette histoire donc, du lynchage arrive en fait à un moment intéressant, puisque dans toute l'histoire fin 19e, début 20e du lynchage, le lynchage est un acte public. Les gens viennent au spectacle, se prennent en photo devant le noir supplicié qui est pendu et envoient ça sous forme de cartes postales qui sont disponibles ensuite. Donc il n'y a aucune gêne à montrer un lynchage. Mais à partir des années 30, les choses vont bouger et au fond, on va éviter maintenant, au contraire, à ce qu'il y ait des témoins de ce type de pratique. Et donc Lang s'intéresse à cela et bâtit un film qui montrerait un noir arrêté pour supposément avoir commis un viol et qui en fait serait innocent. La MGM qui le produit refuse, considérant que ça lui casserait tout son système de distribution dans les États du Sud, toujours raciste et ségrégationniste à l'époque. Et Lang a cette idée magnifique de transformer au fond celui qui serait la victime désignée, le noir, en un blanc interprété par Spencer Tracy. C'est-à-dire, au fond, c'est le comble de l'innocence potentielle, mais qui va justement se trouver accusé de lui aussi d'avoir commis donc un crime. Il est emprisonné dans cette prison que vous voyez à gauche. La foule veut investir cette prison et au fond y mettre le feu. La foule est en furie. Et Lang met en scène, c'est ce que vous voyez à droite, la présence d'une équipe d'actualité qui filme ce moment-là. Et donc vous voyez ici une équipe qui filme avec ce qu'on appelle une caméra 35 mm. Là, vous voyez ces deux gros bobineaux. C'est environ une quinzaine de minutes de métrage. Mais il se pose aussi la question de savoir comment, parce qu'eux ils sont un peu loin, comment ils vont pouvoir saisir des détails de ce qui se passe dans ce moment, en particulier des détails des visages des personnes qui sont concernées. Et donc, à cette caméra qui est présente, mais assez éloignée, il imagine ajouter quelqu'un qui, au sein de cette foule, aurait un appareil photo, prendrait des photos de près, et il va jusqu'à imaginer, donc vous voyez, ici il se pose la question d'avoir du film très sensible pour voir de loin, et puis ici il se pose aussi la question de savoir ce que le prisonnier lui-même, Spencer Tracy, alors qu'on met le feu à sa cellule, est en train de voir. Et il se pose la question, pas seulement de filmer ce prisonnier dans sa cellule, mais aussi éventuellement de pouvoir voir quelle est sa vue à lui de ce qui se passe. Donc vous voyez, tout ça, ça fait une succession de points de vue qui sont très différents les uns des autres. Point de vue large, on embrasse un moment d'actualité. Point de vue rapproché, on voit les visages des personnes. Point de vue de la personne qui est concernée, mais ça évidemment on ne peut pas le filmer, mais c'est des plans que Lang va ajouter dans ce que j'appellerais la fiction du film. Donc il y a un certain nombre d'images qui ont été prises. Finalement, il échappe, mais ça nous ne le saurons qu'à la fin, à cette mort, mais il se fait passer pour mort. Un procès a lieu en son absence, et voici donc la salle du tribunal. Donc à un moment donné, le procureur demande à ce que des images soient projetées. On est en 1936 dans un film de fiction, ça n'est jamais arrivé au pénal aux États-Unis. Il y a une jurisprudence qui date des années 20, mais pour les procès au civil, pour les accidents de voiture, des choses comme ça, où il est stipulé que si l'image fixe photographique ne suffit pas, alors à ce moment-là, on peut recourir au film, s'il s'agit d'avoir quelque chose qui est en mouvement. Mais si on recourt au film, il faudra que des témoins viennent à la barre pour attester de la vérité des images qu'ils ont prises. Voilà. Donc Lang, en fait, ignore cette jurisprudence des années 20, mais avec l'expérience qu'il a acquise en Allemagne, en particulier avec son film M le maudit en français, il a compris que quelque chose se passait. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si vous projetez des images dans un tribunal, donc voici l'écran qui est installé au fond de la salle, dans l'axe du juge qui préside le procès, eh bien, cette image va peut-être entrer en concurrence avec la position d'autorité du juge. Car vous voyez, derrière le juge qui est au centre, alors que les deux opérateurs sont en train de montrer les images, à droite c'est le procureur, eh bien, une espèce d'écran blanc
enfin, qui ressemble à un écran qui n'en est pas un, puisque l'écran est de l'autre côté. Mais Lang a voulu jouer sur cette hypothèse que la projection d'image va perturber ce qu'on appelle la scénographie judiciaire. Donc retenons cela parce qu'on va le retrouver un petit peu plus tard. Alors, l'effet immédiat de cela, c'est que quand certaines personnes, vous voyez cette femme à droite, se retourne donc pour voir l'écran qui est au fond de la salle, se voit en train de mettre le feu, et donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant à souligner, car il ne s'agit pas tant de montrer que cette femme a effectivement participé à l'incendie de la prison, mais de montrer que pendant qu'elle était jugée, elle a dit qu'elle n'était pas présente, et donc elle a menti. Le fait d'avoir menti serait plus important que le fait que l'image en tant que telle donne la vérité de ce qui s'est passé. Donc là, on est entre ce que l'image peut dire en tant que telle et ce que l'image provoque comme réaction à l'intérieur du procès par rapport à ce que les paroles, par rapport aux paroles qui ont été dites. Ça, c'est donc un premier exemple, 1936. Et c'est très intéressant puisque quand le célèbre cinéaste John Ford donc, est convié à créer une équipe de photographes et de cinéastes pour suivre la guerre, donc on est avant Pearl Harbor, eh bien, Ford met en place une équipe qui va travailler avec un cahier des charges. Ce cahier des charges est constitué bien avant la fin de la guerre et bien avant que l'hypothèse de juger les crimes des nazis soit en place. Et donc, vous voyez ici ce qui est demandé à l'opérateur, qu'il soit film ou photo. On a conscience qu'il y a des crimes de guerre et des atrocités, parce que des informations sont parvenues aux États-Unis là-dessus. Donc là, on est probablement en 1943, le document n'est pas daté malheureusement, mais il est demandé aux opérateurs qui vont filmer ces crimes et ces atrocités de le faire d'une manière telle qu'on puisse identifier les personnes responsables, d'une part, et que d'autre part, cela puisse être accepté dans les tribunaux militaires. Et donc, il y a vraiment un guide qu'il faut suivre. Et voici ce guide. Donc, ce certificat, qui est l'un des éléments que doit remplir l'opérateur parmi d'autres. Et vous voyez ici que il y a une définition très intéressante de ce que ce serait la vérité des images, hein, dans le deuxième paragraphe. La dite photographie au sens double aux États-Unis, c'est-à-dire film et photo, doit être donc une représentation fidèle, exacte, intacte, inchangée, non déformée de la scène. La multiplication des termes dit quelque chose sur la difficulté à déterminer une vérité qui serait celle de l'image. La vérité, ce serait le premier true, mais accurate signale autre chose, qui est la capacité de la personne qui filme ou qui photographie à prendre les éléments qui lui sont donnés à voir de manière telle que ce qu'il en montre est opératoire, c'est-à-dire va bien rendre compte de la situation donnée. Ça suppose qu'il y ait des choix qui doivent être faits. Il y a une part de subjectivité qui rentre en compte. Et donc pour arriver à une vérité, il faut faire preuve de subjectivité. C'est une idée évidemment qui est très intéressante à discuter. Voilà. Après, untouched, unchanged, c'est plus au niveau du montage. Undistorted, c'est plus la manière dont vous allez filmer des corps, par exemple, de telle sorte qu'on puisse bien voir les blessures en faisant attention à la déformation des focales si vous êtes sur une focale trop proche ou au contraire trop éloignée. Donc les opérateurs suivent ces indications pour pouvoir donner à leurs images une valeur véritative. Ils ont d'autres outils en main. Ici, vous voyez des soldats américains qui sont à Dachau en 1945. Non, ils sont à Buchenwald, pardon. Ils sont à Buchenwald en 1945. Et vous voyez, ils ont pris une précaution. Ils ont fait 3 plans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des arrêts sur image, mais c'est des images animées. Donc, ils se filment, eux au fond et les cadavres devant. Ensuite, ils se filment, eux, en train de regarder ces cadavres. Et puis ensuite, ils s'écartent légèrement pour qu'on ait un plan de leur vision propre. Hein. On revient à toutes ces visions qui peuvent composer une image dans l'ensemble des dimensions de sa visibilité. Je dis au passage que le problème de ce genre d'image, ici, c'est un rush inédit à partir duquel j'ai fait ces captures d'images, mais qu'en règle générale, c'est seulement dans les montages successifs, on garde que la première image, parce qu'on pense que ce n'est pas nécessaire, les 2 et 3.
Et donc très souvent, en fait, l'archive épuise ce qui avait été mis comme précaution, fait disparaître ce qui avait été mis comme précaution pour comprendre quel était le geste qui était en jeu. Donc, il y a cette capacité, on va dire, d'attestation, parce qu'on est présent à l'image, on atteste par sa présence de la vérité de ce qui est montré. Et puis, il y a aussi cette possibilité de faire des fiches, comme vous en voyez ici, où on décrit plan par plan, on donne la date, le lieu, et on décrit plan par plan ce qui se passe pour permettre de bien identifier ce qui est montré. Voici l'une des toutes premières images qui est prise à l'été 1945 quand les Américains arrivent à Nuremberg. Ils découvrent donc le palais de justice de cette ville. La ville est très détruite, mais le palais de justice est resté, n'a pas été atteint. Et à ce palais de justice est adjoint une prison qui permettra donc à la fois de placer les détenus et de pouvoir tenir le procès. Donc ça, c'est la toute première photo. Vous voyez, ils arrivent, ils ouvrent les fenêtres. On est dans une salle de procès ordinaire en Bavière avec une croix, parce qu'on est dans un land qui est catholique, c'est lustre, etc. Enfin, on est vraiment dans une scénographie à l'ancienne. La première chose qu'ils font, c'est de placer un écran au fond. Car l'une de leurs priorités, aussi incroyable que ça puisse paraître vu l'importance de ce procès, ça va être de montrer des images. Alors voici une deuxième image où on prépare la salle. Donc c'est un architecte qui s'appelle Dan Kyler qui est chargé donc de concevoir cette salle. Cette salle n'est pas très grande et il va falloir à la fois installer tout le monde, les prisonniers, les prévenus, donc tous les magistrats, les avocats, et vous voyez ici une mezzanine sur laquelle essentiellement les journalistes et les personnes accréditées vont pouvoir se déposer. Et voici donc la disposition de la salle. Et donc ici, nous avons un changement majeur dans la scénographie, puisque traditionnellement, le juge aurait dû se trouver ici, au centre de l'écran. Au centre, je veux dire, où a été placé l'écran, mais du fait que l'écran a été placé là, ça a obligé à modifier la scénographie, et donc les juges à droite sont face aux accusés à gauche, dans une disposition qui n'existe jamais. Donc tout à coup, il y a une espèce de face-à-face assez important. Non seulement il y a ce face-à-face qui est important, mais il y a la présence de l'écran, donc des images à venir. Et donc voici la première projection, 29 novembre 1945, 9 jours après l'ouverture du procès. Un film d'1 heure est montré sur les camps de concentration nazis comme preuve. C'est une première. Ce film donc, a été fait selon les dispositions que j'évoquais tout à l'heure de précaution lors des images qui ont été prises par les Alliés, de recherche de la dimension véritative et d'affidavit quand il est présenté, c'est-à-dire des prestations sous serment de ceux qui ont produit et réalisé le film, à savoir John Ford, George Stevens et Ray Kellogg. Mais, puisqu'on est dans cette scénographie judiciaire rénovée, l'idée donc le film est présenté, voici l'affidavit de John Ford, donc on passe dans le noir, et l'équipe de John Ford a une idée brillante qui consiste à installer une rampe de néon au-dessus des accusés pour pouvoir voir leur réaction pendant le procès. Pendant le procès, c'est-à-dire pendant la projection du film. Donc là, on comprend tout l'intérêt de cette confrontation, c'est-à-dire que les juges qui ont déjà vu 2 fois ce film vont pouvoir soit continuer à voir le film, mais aussi voir en même temps les réactions des prévenus qui sont consignés par un psychologue qui se tient à leur côté et qui a noté toutes leurs réactions pendant, après et encore après, le soir venu, si sous la base du volontariat, en fonction des réactions que les prévenus avaient. En quoi c'est important? Parce que la présence de l'image dans l'enceinte de ce tribunal, dans un procès qui va durer 9 mois, où des milliers de pages d'archives vont être lues, a une force incomparable d'entrer, presque de faire entrer dans la salle du tribunal des images que pour la plupart ces accusés n'avaient jamais vues. Ils n'avaient jamais vu ce qu'était un camp. Ils n'avaient pas approché la mort industrielle. Donc il y a un choc qui se produit que Joseph Kessel a parfaitement identifié. Donc dans ce deuxième exemple, on a vu comment, après le problème de la juste distance avec Dorothea Lange, avec l'exemple donc
le double exemple du film de Fritz Lang et du procès de Nuremberg, on voit comment l'image non seulement est une preuve, mais aussi une médiation, puisqu'elle permet, dans l'interaction qu'elle provoque dans la salle du tribunal, de dépasser le simple registre de la vérité de ce qui est montré pour atteindre à la question de savoir si les prévenus, en voyant ces images, peuvent éventuellement regretter, émettre des regrets par rapport aux crimes qu'ils ont commis. Alors, je voudrais prendre un troisième exemple, qui est un exemple plus récent, et qui ouvre sur la perspective que vous connaissez tous de la question des violences policières. En 1991, Rodney King, un automobiliste américain, vient de voir un match de foot, est avec deux copains, prend sa voiture, roule trop vite sur l'autoroute, se fait arrêter. Et bon, il a un peu tardé à accepter de se faire arrêter parce qu'il était en probation pour un petit délit qu'il avait commis. Donc, il n'était pas très très à l'aise. Bref, il se fait arrêter et là, il va recevoir 51 coups de bâton. Et donc, il se trouve que juste en face, il y a un voisin qui vient d'acquérir une Sony Handycam, qui est l'une des premières petites caméras vidéo, qui filme la scène. Donc, les policiers ne savent pas qu'ils sont filmés. Et cette scène, quand on la voit filmer, semble extrêmement claire dans la manière dont, vous le voyez ici, les gestes des policiers sont en train de battre quelqu'un qui est au sol. Bon. Donc là, on pourrait considérer, vu ce que je vous ai dit jusqu'à présent, que l'image va jouer un rôle qui va être déterminant dans le moment de la confrontation judiciaire. Eh bien, il se trouve que la défense va s'emparer de ces images. Et comme vous le voyez ici, donc là c'est l'un des prévenus, va les décomposer en captures d'images, mais en montrant pas toutes les captures, en montrant certaines captures, et en essayant d'expliquer les gestes des policiers. C'est ici, le sergent Kuhn à droite donc montre un geste qu'il est en train de faire, et ce geste, il le raccorde au cahier des charges du LAPD, du Los Angeles Police Department, et donc, d'une certaine manière, utilise l'image pour démontrer qu'il n'a fait que suivre le processus du cahier des charges qui était celui qui s'imposait à lui. Du coup, ça provoque la fureur du procureur, qui est africain-américain, Terry White, et voici ce que dit dans un premier temps le procureur. Il dit: dans cette affaire, cette vidéo est l'élément de preuve central. Inutile de nous fonder sur les propos de Stacy Kuhn, inutile de nous fonder sur les propos de Lawrence Powell, etc. Nous avons la bande vidéo, et cette bande vidéo montre de façon décisive ce qui s'est passé cette nuit-là, et c'est quelque chose qui ne peut être réfuté, tout le monde peut le constater. Vous devez déterminer ce qu'une personne raisonnable agissant dans le cadre de la police aurait fait dans cette situation particulière. Il ajoute un deuxième moment où il dit: vous pouvez montrer ce que vous voulez, nul besoin d'être un expert pour regarder cette vidéo et dire ça, c'est mal, c'est criminel. Le seul problème, c'est que la défense a su utiliser les images, a convaincu le jury, qui était certes entièrement blanc, et les policiers ont été relâchés. Et maintenant, et c'est la dernière interaction que je voudrais vous montrer, quand en 1992, les Américains apprennent la décision donc des juges, enfin en tout cas du grand jury, de libérer les policiers, des émeutes éclatent à Los Angeles, énormes, avec plusieurs dizaines de morts, des centaines de milliers de dollars de dégâts, une énorme, vraiment, révolte surgit, à tel point que les images à nouveau circulent, et circulent à la télévision, et donc on est au tout début des années CNN, donc elles circulent en boucle, et le président des États-Unis fait une déclaration, et il dit ceci: vous avez vu donc cette vidéo, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la peine, j'ai pensé comment pourrais-je expliquer cela à mes petits-enfants. Les leaders des droits civiques et de simples citoyens redoutant la brutalité des policières ont été profondément choqués. J'ai parlé à plusieurs dirigeants d'associations, ils ont vu la vidéo comme nous tous, ils ont attendu patiemment, gardant bon espoir, ils attendaient que le système fonctionne, et lorsque le verdict a été rendu, ils se sont sentis trahis. Considéré de l'extérieur du procès, il était difficile de comprendre comment le verdict était conciliable avec la vidéo. Chose incroyable, puisque le président des États-Unis intervient
dans le cadre d'une affaire judiciaire dans laquelle il ne devrait pas intervenir, mais qui peut se comprendre dans la mesure où, de l'État de Californie, à partir du moment où on considère qu'il y a une atteinte aux droits civiques, le procès va prendre une dimension fédérale. Et donc, dans le deuxième procès qui aura lieu, les policiers seront finalement condamnés. Donc, de tout cela, je voudrais tirer 2-3 conclusions. La première, donc, c'est que dans toutes les circonstances, la question de la juste distance par rapport à une situation filmée ou par rapport à des personnes me semble essentielle. Elle ressortit à la fois d'un cahier des charges éventuel de la personne qui est professionnelle, mais aussi d'une éthique à laquelle fondamentalement il faut faire confiance. C'est-à-dire que l'opérateur film ou photo n'est pas animé, quand il est professionnel, d'une intention de tromper. Donc, il était indiqué dans les éléments que j'ai reçus pour cette journée d'études qu'il y aurait quelque chose à éventuellement envisager du terme en question de manipulation. Et j'ai essayé de vous démontrer qu'ici, l'image, dans certaines circonstances bien sûr, mais de plus en plus, quand elle est soumise à tous ces types de contrôles en amont et en aval, et certainement parmi tous les documents existants, les moins susceptibles de manipulation, en tout cas les moins susceptibles de manipulation sans que celle-ci se voie. Car il est très possible, et je terminerai là-dessus en citant Siegfried Kracauer, il a été très possible pour les nazis de dire que les juifs étaient des parasites qu'il fallait exterminer. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Ils ont dit également que les malades, les personnes handicapées physiques et mentales devaient l'être également. Elles l'ont été. Maintenant, quand ils ont essayé de faire passer par des images cette doctrine-là, quand ils ont essayé de valoriser par l'image leur politique antisémite, ils ont buté sur un obstacle, qui est que, donc ils ont fait un film qui s'appelle Le Juif éternel, Der ewige Jude. Et quand ce film a été montré, il y a eu des inspecteurs de la police qui étaient présents pour voir les réactions des gens, et les gens étaient horrifiés. Les gens étaient horrifiés par l'assimilation des Juifs à des rats. Ils pouvaient très bien être antisémites convaincus, mais le fait de voir une personne à l'image dégradée dans son identité humaine est insupportable. Et donc Kracauer a écrit une phrase qui me semble définitive je terminerai par là. Alors que les nazis continuent à pratiquer, à imprimer et à radiodiffuser leur antisémitisme racial, ils réduisaient son rôle dans les films de guerre comme s'ils hésitaient à le répandre par des images. À l'écran, les activités anti-juives étaient plutôt tabous, comme par exemple les camps de concentration et les stérilisations. Tout ceci peut être fait et propagé par l'écrit et dans des discours, mais résiste obstinément à une représentation visuelle. L'image semble être l'ultime refuge de la dignité humaine violée. Je vous remercie. Alors, nous avons donc une quinzaine de minutes pour les questions. Alors, je sais pas, il n'y en a pas encore dans le chat, mais moi j'en ai quelques-unes. Je vous remercie encore pour cette intervention qui donc fait un peu un pas de côté avec toutes les autres qu'on a eues depuis ce matin, mais qui donne des éléments assez importants sur ce que sont les images et ce qu'elles nous disent. Donc moi, je commence en attendant les questions des autres, mais j'avais peut-être une question sur le choc de l'image. Vous avez parlé du choc que peuvent provoquer, pardonnez-moi, les images. Et je me demandais justement quelle est la violence possible des images, que ce soit donc en termes plus généraux ou même pour l'imagerie médicale. Parce que par exemple, dans le domaine de l'imagerie médicale, on a cette impression justement que l'image permet de se détourner d'une certaine violence, par exemple de la réalité crue du corps et de l'intériorité du corps. Et voilà, pour questionner est-ce que l'image permet de mettre à distance la violence ou plutôt justement de la mettre sous les yeux? Je sais pas si. Disons que les problématiques sont quand même assez différentes parce que dans l'imagerie médicale, il s'agit quand même de repérer quelque chose, de montrer quelque chose, de chercher à montrer quelque chose, éventuellement de chercher en tant que chercheur à travers les systèmes donc, numériques, etc., à montrer davantage dans la vision de choses qui ne peuvent pas se voir à l'œil nu, etc., et ensuite à les interpréter. Donc je pense que vous êtes plus dans une dynamique proactive
Tandis que les opérateurs d'actualité ou les documentaristes, ils dépendent, si vous voulez, de ce qu'ils auraient donné à voir à un moment donné. Et leur problématique à eux, c'est comment je vais rendre compte de ce que je vois. Parce que notre œil est beaucoup plus agile et rapide que ne l'est la caméra. Je peux faire un mouvement de visage de 180 degrés extrêmement vite pour voir de manière très large et ensuite me concentrer sur un objet. La caméra, il lui faut beaucoup plus de temps. Donc il y a un travail de médiation, si vous voulez, entre ce qu'on appelle pour aller vite la réalité et ce que je vais en montrer. Et nous considérons qu'en fait, c'est aussi bien le travail historique que le travail de ces photographes ou réalisateurs, nous la construisons en fait. Nous lui donnons un sens. Nous lui donnons un sens qui ne peut pas être uniforme, mais qui procède d'une éthique. Voilà, parce que l'interprétation est ouverte. S'agissant de la protection, on a justement, nous, des images qu'on hésite à montrer, si vous voulez, parce qu'elles sont trop fortes. Elles risquent d'annihiler toute possibilité de connaissance. C'est le contraire, il me semble, de ce que vous faites. J'évoquais tout à l'heure le côté praticien que je peux avoir dans les expositions. Quand j'ai fait une exposition sur la libération des camps, toute ma préoccupation, c'était de ne pas effrayer les visiteurs, de leur donner à voir les choses, mais de trouver la bonne distance, d'encadrer les projections de films, de trouver une taille d'écran qui soit pas trop grande quand les choses sont vraiment très difficiles et d'élargir quand c'est davantage possible. Donc nous, on a souvent cette difficulté à montrer des images qui sont trop violentes et qui peuvent nuire, si vous voulez, à la capacité de les mettre à distance pour le spectateur et de comprendre ce dont il s'agit. D'accord. Je sais pas. Alors oui, je vois qu'il y a des questions dans le chat qui apparaissent. Alors la première, tout comme la déresponsabilisation des médecins, est-ce que l'image dans les procès peut-elle minimiser le rôle des juges du fait qu'elle elle peut constituer une preuve implacable? Puis après, il y a une petite dimension humoristique. Oui, bien sûr. Mais Oui, parce c'est que une c'est vrai question qu'il y a aussi. intéressante d'ailleurs. C'est une question intéressante sur le football parce que au rugby, si je puis me permettre, puisqu'on me lance la perche là, au rugby, vous avez une aide vidéo. À un moment donné, s'il y a une hésitation de la part des arbitres, ils demandent à un autre arbitre qui est en studio de lui dire ce qu'il voit à l'image. Voilà. Et au football, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on privilégie, ça peut arriver aussi au rugby, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir une faute, mais on va privilégier la dynamique du match. Il ne s'agit pas d'oublier une faute qui serait grave. Mais parfois, parce que là, ça interrompt le match, parfois ça prend du temps. Et donc, il y a une différence qui pourrait être intéressante à voir. Alors, sur la question, donc, l'image peut-elle minimiser le rôle des juges? Non, puisque, c'est ce qu'essaye de montrer Fritz Lang, parce que c'est nouveau. Mais le juge est en capacité, lors du dernier procès qui vient d'avoir lieu des attentats de janvier 2015, plusieurs images ont été montrées comme preuve. Malheureusement, ces images n'ont pas été montrées avec toutes les précautions qu'il aurait fallu, puisque c'est des images qui vont heurter énormément les victimes. Des images, par exemple, de la salle de rédaction de Charlie Hebdo, quelques minutes après le massacre. Je pense qu'il y a beaucoup de précautions à prendre dans ces domaines-là. Mais filmer une scène de crime, photographier une scène de crime, c'est une chose qui est assez courante. Et les juges, de toute façon, c'est eux qui ont la possibilité, in fine, de qualifier. Vous pouvez très bien montrer une image, si le juge est d'accord, mais c'est à lui que revient la possibilité de la qualifier comme preuve ou non. D'accord. Alors ensuite, je vois qu'il y a aussi des images, des questions, pardonnez-moi, sur l'image dans les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas si c'est un de vos domaines d'expertise, mais le pouvoir de l'image dans le monde Alors, des réseaux sociaux. je pense que sur cette question, l'image est une chose parmi d'autres. C'est-à-dire, la question, c'est plus la responsabilité, et on en a un exemple évidemment criant
hier la responsabilité de ce qui est mis en ligne sur ces réseaux sociaux. Il est clair que sans les réseaux sociaux, le Congrès n'aurait pas été envahi comme il l'a été hier. Et donc, et vous savez que les comptes Twitter, Facebook du président des États-Unis sont bloqués pendant encore quelques heures. Je pense que je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a trop de choses qui ne sont pas sous contrôle sur les réseaux sociaux et qu'il est très important de s'emparer de cette question. Bon, je veux dire, c'est une question absolument d'actualité. Il ne s'agit pas d'être liberticide, mais on ne peut pas non plus laisser passer. Vous évoquiez tout à l'heure des gens qui font du débunkage, je crois, c'était l'expression, c'est-à-dire de traquer les fausses informations. Il y a un médecin qui expliquait que sur le vaccin, sur le vaccin contre le Covid, une partie de ceux qui sont hostiles à se vacciner ont en fait googlisé non pas vaccin anti-Covid, mais danger vaccin anti-Covid, et donc sont allés immédiatement sur des pages qui correspondaient à ça. C'est-à-dire oui, c'est un danger. Et donc du coup, ça alimente l'algorithme, et donc c'est un cycle qui s'auto-alimente, de cette manière, mais à partir de juste quelque chose qui a été sous influence, quoi. Donc je pense que je pense qu'au contraire, l'image, si vous voulez, permet et ça se fait beaucoup, Libération le fait très régulièrement, c'est ce qu'ils appellent le check news, de traquer systématiquement les images qui sont fausses ou les commentaires qui sont détournés par rapport aux images. C'est un travail permanent, mais vu le président des États-Unis a 89 millions de followers, donc on est à une échelle qui est considérable. Mais vous voyez, Le Monde ou Libération ont fait un article récemment sur la manière dont certains Chinois ont mis sur les réseaux sociaux, au péril évidemment de leur sécurité, un certain nombre d'images des Ouïghours. On est là dans une bataille où il y a très très peu d'images des camps où sont enfermés les Ouïghours, et évidemment, toute image qui pourrait montrer cela, être diffusée dans le monde entier, contribuerait à faire connaître ce qui se passe. Bah, je crois que les deux questions suivantes sont liées à ce thème et se répondent avec la question de la légitimité de celui qui produit et qui utilise des images, et en miroir, la question de la confiance qu'on peut accorder aux images. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Encore une fois, je crois que on peut, comment dire, on a maintenant des trackers d'images, ne serait-ce que pour savoir d'où elles proviennent, qui en est l'auteur. Les auteurs de photographies qui sont pillés sur Internet sont équipés de cela maintenant pour pouvoir suivre la traçabilité de l'utilisation illégale de leurs images. Donc encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus difficile finalement de contrer un message de Donald Trump disant les élections ont été truquées, parce que c'est du texte. Alors bon, on peut lui dire non, monsieur le président, elles n'ont pas été truquées, ce que vient de lui dire leur Mike Pence, le vice-président. Mais s'il y avait des images qui essayaient de montrer cela, on aurait une matière sur laquelle on pourrait rentrer, si vous voulez. Et donc il y aurait des internautes qui traqueraient où est-ce que cette image a été filmée, etc. Parce que très souvent, les détournements grossiers, les gens n'ont pas le temps. Donc je suis pas, encore une fois, je pense que l'image est très difficile à manipuler, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Alors après, qu'il y ait une éducation à l'image, qu'il faille qu'on soit très vigilant sur cette circulation des images, bien sûr, mais c'est la même chose pour tout type de document. Il n'y a pas de spécificité là-dessus, sauf l'ampleur, évidemment, que prennent ces images. Mais sans les réseaux sociaux, ce qui est arrivé à Trayvon Martin, Michael Brown, ou même George Floyd plus récemment, aurait eu un bien moins grand impact. Il y a vraiment un tournant. Le premier tournant, c'est CNN, chaîne d'information continue, mais avec tout ce qui peut être bon et pas bon. Et puis le deuxième tournant, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, où c'était à la portée des familles de faire connaître le sort qui a été réservé à l'enfant. Alors, le noir et blanc pour atténuer la violence, cette question s'est posée pendant la guerre. Je ne crois pas que la violence, que la couleur soit plus, comment dire,
provoque une réaction plus vive que le noir et blanc, parce que le noir et blanc peut avoir une dimension assez, il est très contrasté. Vous pouvez regarder certaines images de Lee Miller, une photographe très connue, photographe donc professionnel, mais qui a filmé certains camps à leur libération en 1945. Elles sont en noir et blanc et elles, si vous voulez, parfois le côté noir rejaillit davantage encore. Si vous voulez une sorte de figuration humaine aux déportés qui sont parfois dans des conditions extrêmement médiocres, si vous voulez humaniser au fond les images que vous montrez par-delà les cadavres, etc. Cette, cette question-là, disons, peut se poser et je pense que tous les procédés qui sont utilisés quand on fait une exposition ou un film pour aider les visiteurs à supporter la violence des images sont importants. Tout le corpus des images concernant ce qui s'est passé en Irak, qui est énorme, et qui est une partie très grosse du dossier qui est prêt, si jamais, ce qui n'arrivera malheureusement pas, la Cour pénale internationale pouvait se saisir de ce qui s'est passé là, serait déterminant. D'accord. Bon, il ne reste que 3 minutes, mais j'avais quand même envie de vous poser une question puisque vous avez utilisé le terme d'icône. J'aimerais bien que vous reveniez sur cette. Qu'est-ce qui rend icône pour une image? Bah, en fait, alors, il y a deux choses, je dirais. C'est le choix par le photographe ou le cinéaste, enfin là, en l'occurrence, par le photographe, par la photographe, de l'image qu'elle veut garder. Donc, j'ai essayé d'expliquer que le choix qu'elle a fait, c'est pas un choix esthétique, même si l'image, elle est, au bout du compte, elle a une certaine force. Je n'emploierai pas le terme de beauté, mais elle a une certaine force, évidemment, qui est liée au talent de Dorothée Lange. Et donc, comme ça, je réponds en passant à une question qui est posée sur, puisque tout le monde peut utiliser les images, etc., quelle est la légitimité? Ça, c'est une vraie question. Le problème, c'est qu'on a des outils qui sont hyper faciles à utiliser, mais très souvent, on a des gens qui n'ont aucun point de vue par rapport à ce qui leur est donné à voir. C'est toute la différence, justement, avec l'opérateur professionnel qui a un cahier des charges, ou bien qui procède d'une éthique professionnelle. Donc, il peut faire usage de sa subjectivité, il faut qu'il fasse usage de sa subjectivité, mais en même temps, la garantie, c'est que c'est son métier, et donc il ne va pas s'amuser à faire des choses qui sont des choses fausses. Voilà. Donc, Lange choisit cette photo, et par la suite, cette photo va incarner, si vous voulez, la crise, la dépression, la misère, mais ça n'est pas elle qui en est responsable, puisque ce n'est pas elle qui contrôle du tout la diffusion de cette image, qui est une image qu'elle a prise dans un cadre de commande publique pour laquelle elle ne possède pas les droits. Donc l'image s'est développée, c'est exactement comme l'image de Charlie Chaplin sur les temps modernes, qui illustre tout le temps maintenant la crise industrielle ou la déshumanisation du travail, etc. Enfin, Chaplin n'était pas forcément dans cette dimension-là, mais en tout cas, l'image est devenue maintenant une image qui se partage dans le monde entier. Donc, je pense que c'est davantage la question de l'universel qui est en cause que, disons, que la qualité esthétique, de beauté d'une image qui ferait qu'elle se diffuserait ici ou là, parce que vous avez des images qui ne sont pas belles à regarder parce qu'elles sont terribles, c'est le petit enfant qui est mort sur la plage dans le cadre des migrations en Méditerranée. Cette image a fait le tour du monde, c'est devenu une sorte d'icône. Bon, voilà, c'est une image terrible. Pour autant, de voir cet enfant qui gît au sol, et certains se demandent si c'était bien nécessaire de laisser ce corps ici et de le prendre en photo sans le masquer ou le recouvrir, enfin, disons, lui donner une certaine dignité qui ne serait pas. Voilà. Donc, je pense toujours les questions d'éthique qui sont en cause et tant mieux si certaines images font leur chemin et
et deviennent iconiques dans le sens où elles sont dans la mémoire commune, dans la mémoire publique. Bon, bah, merci beaucoup. Et donc, il est temps de faire une pause déjeuner avant d'aborder donc les deux autres fonctions et pouvoirs de l'image. Et donc, nous nous retrouvons donc à 14 heures. Merci à tous.